On arrive en 68. À ce moment-là, il y a une grève qui s'étend un peu partout, hein, de proche en proche, et qui s'étend au CNRS. Je travaillais déjà au CNRS. Enfin, j'étais vacataire, j'étais pas titulaire. Et je fais partie du... Je ne me rappelle même plus comment ça s'appelait, comité d'organisation, quelque chose comme ça. Ce qui faisait que j'allais au siège social du CNRS. Et là, ça m'a permis de rencontrer des gens qui n'étaient pas dans mon laboratoire, pas dans ma discipline. Évidemment, il y avait un grand brassage, car le CNRS est très grand, mais les gens ne se rencontrent pas. Et j'ai rencontré là Jacqueline Feldman-Ogazen au cours d'une réunion, et nous avons échangé quelques mots sur le pas de la porte du siège social du CNRS, qui était à ce moment-là quai Branly. Et elle m'a dit qu'elle avait un groupe, qu'elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait FMA. Et pour moi, ça a été extraordinaire. Parce que c'était comme si c'était ce que je cherchais depuis 3 ans. Donc je pensais que ça n'existait pas, comme quand on se dit on cherche la lune, ou j'aimerais bien tomber sur une perle, ou sur un trèfle à 4 feuilles, mais bon, c'est un rêve. Et puis elle m'a dit ce groupe existait. Je dis j'en suis, je viens avec vous tout de suite. Ensuite, à peu près à la même époque, on a lu l'article pour un mouvement de libération de la femme, l'article fait par Monique Wittig, Gilles Wittig et 2 autres personnes, qui était paru dans l'Idiot International de mai 1970. Et nous avons voulu rencontrer ce groupe. Et nous avons eu assez de mal à le rencontrer, bon, pour des raisons diverses, dues à l'opposition d'une partie de ce groupe à rencontrer d'autres gens. Mais finalement, la jonction s'est faite au cours d'une réunion tout à fait historique qui s'est passée dans l'appartement d'une des femmes de cet autre groupe, Marcia Rothenburg. Alors, donc, nous avons voulu rencontrer les femmes qui avaient écrit cet article, et la jonction s'est faite au cours d'une réunion où nous avons rencontré les femmes qui avaient écrit cet article, qui faisaient partie d'un groupe où il y avait une autre moitié de femmes. Il y avait 4 autres femmes qui n'étaient pas d'accord avec cet article. Il y avait en plus d'autres femmes qui étaient venues individuellement sur la base de cet article, et FMA au grand complet, c'est-à-dire il y avait Mano, moi-même, Jacqueline Feldman et Anne Zelensky. Et dès ce moment-là, il y a eu une attrapade, en particulier sur une des parties du manifeste de FMA, celle que j'avais écrite, et qui concernait le fait que les femmes constituaient à mes yeux une classe. Et dès ce moment-là, les lignes ont été très tracées entre celles qui pensaient qu'il n'était pas possible de parler de cette façon-là des femmes et de leurs intérêts communs, car les femmes étaient dispersées dans les classes sociales, et que la lutte des classes au sens classique devait prendre la priorité sur tout, et ce qui devait s'appeler ensuite la tendance féministe révolutionnaire ou radicale, et qui pensait que le combat des femmes devait être autonome et n'était pas inclus dans la lutte des classes. Une partie d'entre nous avons fait cette action de dépôt de la gerbe à la femme du soldat inconnu le 26 août 1970, en solidarité avec une grève des femmes américaines du mouvement de libération des femmes aux États-Unis. C'est une action qui avait été planifiée comme une action spectaculaire, comme une action avec une charge hautement symbolique, et qui en plus a été très bien médiatisée, car il ne se passe rien en août en général, et qu'en plus nous avions prévenu une camarade journaliste qui avait fait venir des journalistes et même des journalistes de la télévision. Et ensuite, à la rentrée, des réunions ont repris. Et c'est à la rentrée aussi que les réunions régulières aux Beaux-Arts, les AG des Beaux-Arts, qui se tenaient une fois par semaine, ont commencé. Mais les lignes de clivage existaient toujours. Et chaque semaine, il venait de nouvelles femmes. C'était le moment de croissance
très très rapide du mouvement. Et chaque semaine, il venait de nouvelles femmes. Le gros point noir, en fait, qui était débattu dans ces AG par les nouvelles femmes, c'était justement la mixité. Donc elles étaient tour à tour converties à la mixité de semaine en semaine, ou alors elles ne revenaient plus. Car ce qui était peut-être encore plus important au début que ce clivage idéologique sur la priorité ou non à accorder à telle ou telle lutte, c'était le fait même de faire un mouvement des femmes pour elles-mêmes avec seulement des femmes. C'était quelque chose que personne ne pouvait comprendre, que ni les femmes des groupes, enfin les femmes dites politisées qui étaient dans des groupes maoïstes ou trotskistes ne pouvaient comprendre, ni les femmes de la plus ancienne génération, enfin pas la plus ancienne, disons de la génération qui nous précédait, les femmes comme Yvette Roudy par exemple, qui nous ont vu intervenir aux États généraux de L et qui ne comprenaient pas que nous ne voulions pas d'hommes, alors qu'elles avaient passé leur vie finalement à essayer d'intéresser les hommes à la condition des femmes. Donc pour elles, c'était un renversement de perspective qui était trop difficile à avaler. Elles n'arrivaient pas à comprendre ça du tout. Mais c'est-à-dire, il y a eu deux choses. Elle a lancé des États généraux de la femme, qui ont été préparés pendant longtemps, hein, pendant peut-être plus de 6 mois. Et elles avaient fait aussi un questionnaire. Alors d'abord, nous avons fait une moquerie de ce questionnaire, qui est resté dans les annales. Ensuite, nous sommes intervenus à une conférence de presse dans laquelle elle annonçait ses états généraux. Et nous avons lu quelque chose. J'ai encore une photo où je vois que c'est une jeune femme qui s'appelait Malka, que je ne me rappelle plus son nom de famille, qui lisait quelque chose, dénonçant ses états généraux d'une façon très radicale. Bon. Et ensuite, quand les états généraux se sont tenus eux-mêmes, il y avait énormément de femmes, ça se tenait quelque part à Versailles, nous y sommes allés en petits groupes pour, en fait, semer la zizanie, interrompre le déroulement bien organisé des choses. Et je me souviens qu'à un moment, on était dans la salle, je me souviens qu'à un autre moment, on n'y était plus, ils nous ont pas laissé rentrer, hein, mais un certain nombre d'entre nous, un tout petit groupe, nous étions rentrés. Et je me souviens très bien que, évidemment, il y avait moi, il y avait Claude Hennequin, et on était 4 ou 5, et ils nous ont dit, pour nous pacifier, écoutez, on va vous donner 5 minutes au micro. Vous avez le droit de parler 5 minutes. Donc, avec Claude Hennequin, j'ai préparé mon petit texte, je savais que j'avais 5 minutes, sur un petit bout de papier, en disant qu'est-ce que j'allais dire. Et alors, ils nous ont donné la parole qu'à une personne, et on était, je sais pas, 5 ou 6 ou 10 peut-être, ou peut-être qu'on avait décidé à plus que ça serait moi, je ne me souviens plus comment, bref. Et je suis intervenue en disant que c'était vraiment dommage, enfin, pour commencer, que c'était vraiment dommage qu'il y ait eu tout ce travail fait par des femmes pendant 6 mois, et que finalement, au lieu d'entendre les rapports des commissions, nous n'entendions que des personnalités, parce que nous venions d'entendre le ministre du Travail. Ce qui était une façon de commencer, je dois le dire, assez démagogique, et qui a donc très bien marché. Et j'ai été interrompue par un tonnerre d'applaudissements. Et au bout de 5 minutes, qui est très court, ils m'ont coupé le micro. Mais on avait fait une percée extraordinaire. Car au lieu que ces femmes qui étaient dans la salle nous soient hostiles, elles nous ont trouvés très bien. Et d'ailleurs, le lendemain, dans Le Monde, Nicole Bernheim, qui était à ce moment-là la correspondante femme du Monde, a dit que c'était le MLF qui était l'événement de ces états généraux. Donc en fait, nous avons réussi, d'une certaine façon, à nous servir de ces états généraux, qui étaient une chose complètement réformiste et assez horrible, pour lancer le MLF. Si, parce que dans l'article publié par
les 4 femmes de l'autre groupe, et en particulier par Monique Wittig et Gilles Wittig, il y avait le mot libération des femmes. C'est au lendemain de l'action de l'Arc de Triomphe que la presse nous a appelé mouvement de libération des femmes. Et si on l'a accepté, c'est parce que ça nous convenait. Ça nous convenait parfaitement. Ça ne nous gênait pas du tout. Ce qui nous gênait, c'est quand ils nous appelaient mouvement de libération de la femme, quand c'était pas de la femme française. Mais mouvement de libération des femmes, ça nous convenait, oui. Si, ça a été revendiqué, ça. Maintenant, revendiquer le terme lesbienne avec tous ces connotations péjoratives, ça a pris plusieurs années. D'un autre côté, il y a un terme qu'on a revendiqué beaucoup plus vite et qui est aussi, sinon plus péjoratif, qui est le terme de Gwyn. C'est-à-dire que c'est ce groupe d'homosexuels qui avait été créé, qui a eu, bon, évidemment, beaucoup d'avatars, beaucoup de trucs, qui a suivi beaucoup de transformations. C'est moi qui... J'ai suggéré à un moment qu'il s'appelle Gwyn Rouge. À la suite de quelque chose, à la suite d'un incident, c'est que au printemps 71, nous avons sorti le premier Torchon Brûle. Et donc nous le vendions dans les rues, généralement à 2. C'est-à-dire une expérience très intéressante, car quand on approchait un couple, généralement on prenait des jeunes personnes, et quand on s'approchait d'un couple et qu'on disait c'est un journal de libération des femmes, cependant c'était toujours l'homme qui décidait s'il fallait l'acheter ou non, même dans des couples jeunes. Et un jour, donc, on se promenait avec le Torchon Brûle devant les halles, devant les pavillons de Baltard qui n'étaient pas démolis, et nous avons croisé un gauchiste, je dis un gauchiste, je pense que c'était un gauchiste, un jeune homme, qui a dit, d'une façon non agressive d'ailleurs, « Tiens, voilà les Gwyn rouges ». C'est-à-dire que pour lui, les femmes du mouvement de libération des femmes, qui est évidemment très connu, même 9 mois après l'apparition du mouvement dans tous les groupes de l'extrême gauche, nous étions rouges car nous étions révolutionnaires et nous étions forcément des Gwyn. Car des femmes qui se réunissaient ensemble ne pouvaient pas être autre chose dans leurs yeux que des lesbiennes. Ces groupes d'homosexuels, c'était des groupes de discussion. Certaines, comme Monique Wittig et moi-même, qui avions lu pas mal de littérature américaine, nous étions en faveur de créer partout des groupes de conscience, c'est-à-dire des groupes de prise de conscience. Il y avait pas mal de résistance aux mots. Maintenant, est-ce que les groupes étaient des groupes de prise de conscience? Est-ce que c'était des groupes de discussion? Je ne sais pas. Nous ne les avons jamais formalisés de la même façon que les Américaines l'ont fait. Et c'était sans doute dommage. Mais en tous les cas, nous ne sommes jamais arrivés à ça. Mais c'était des groupes de discussion. Et d'une certaine façon, c'était des groupes de conscience. Tous les groupes, toutes les réunions étaient d'une certaine façon des groupes de conscience. Mais en même temps, des groupes de discussion sur les actions à mener. Il n'y avait pas de frontières très nettes. Alors, les Gwyn rouges ont été créés après la création du... Enfin, disons, elles ont pris le groupe d'homosexuels qui existait déjà, a pris ce nom après la création du phare. Le phare a été créé par Anne-Marie et Maryse, 2 femmes qui faisaient partie d'Arcadie et qui faisaient partie du mouvement aussi, et qui ont créé le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Donc, la première réunion du phare était une réunion où il y avait autant de femmes que d'hommes. Alors là aussi, c'était sur le principe de la non-mixité, mais non pas de la non-mixité femmes-hommes, mais de la non-mixité homosexuelle-hétérosexuelle. Et dès la 2e réunion, il y avait une prépondérance en nombre d'hommes. Il y avait à peu près 80% d'hommes. Moi, personnellement, j'ai cessé d'y aller, mais il n'y a pas eu de dispute. Je pense que il y a des femmes qui ont continué d'aller au phare, bien qu'elles soient extrêmement minoritaires, et d'autres qui ont souhaité bon vent au phare, qui était un peu notre premier bébé. Les Gwyn rouges ont continué à exister, et je me souviens très bien qu'elles existaient à l'automne 71. Moi, personnellement, j'ai cessé d'y aller à l'hiver 71. Mais encore une fois, il n'y avait pas c'était pas sur la base d'une scission ou d'une dispute quelconque. Il y avait tellement de groupes, il y avait tellement de réunions, il y avait tellement de sujets
que les gens allaient et venaient librement d'un groupe à l'autre. Et bon, il y avait certaines personnes qui restaient plus longtemps et qui étaient les animatrices du groupe, mais encore une fois d'une façon complètement informelle. En fait, c'est la rencontre de gens qui avaient chacune un itinéraire, et un itinéraire qui leur avait déjà apporté beaucoup d'expérience, et qui étaient toutes arrivées, en tous les cas, au même point. Et ce point, c'était qu'aucun parti, aucun groupe masculin, jamais, jamais, ne pourrait mettre la libération des femmes sur son agenda. Et c'est-à-dire que c'était pas juste la réalisation de tout ça, ça peut être une réalisation triste et négative. C'était, on l'avait intégré, hein, chacune de nous depuis quelque temps, et celles qui l'avaient intégré depuis moins longtemps ont été convaincues par les autres. Donc c'était une synergie finalement de croyances communes, mais qui avaient été individuelles et qui se retrouvaient toutes ensemble. Et qui était que non seulement on pensait que les partis masculins ne prendraient jamais en charge cette revendication, mais que du coup on les discréditait complètement. Nous n'avions plus aucune croyance dans le système des partis ni le système de la politique. Maintenant, ceci n'était pas une invention ou une découverte du mouvement de libération des femmes, car ça participait de l'esprit de 68, qui était un esprit très anti-parlementaire, anti-politique traditionnelle, pour la démocratie directe. Donc il y avait déjà toute cette influence, tout ce background de 68 qui avait continué d'agir. C'était pas parce qu'il n'y avait plus de manifestations que les gens avaient cessé de croire à 68 et à tout ce que 68 représentait. Et non seulement à ce que 68 représentait en France, mais à tout ce qu'il y avait de commun avec les mouvements, par exemple, d'émancipation des Noirs aux États-Unis, les mouvements qu'on avait appelés les mouvements d'action directe et qui continuaient, qui étaient des mouvements qui avaient pris en fait le dessus dans l'action aux États-Unis, des mouvements comme Snake ou Core, qui étaient des mouvements d'action directe, qui avaient renoncé à passer par l'action légale, qui avaient renoncé à passer par l'action parlementaire, donc qui disaient le système politique en général, du plus haut au plus bas, qu'on parle du chef de l'État ou qu'on parle d'un syndicat, tout ce qui est organisé dans la société aujourd'hui est mauvais et pervers, et il faut vraiment du passé faisons table rase. Donc on rejetait absolument toutes les formes d'organisation, mais nous on allait encore plus loin parce qu'on rejetait même ces formes d'organisation sociale dites de base comme la famille, le mariage, etc. Donc on avait le sentiment d'être à une espèce d'origine, à une espèce de début et de s'éclaircir la tête, hein, de se laver la tête d'absolument tout. Non seulement beaucoup de choses étaient remises en question, mais notre but était d'aller de plus en plus loin dans la remise en question. Et c'est vrai qu'on bénéficiait de l'expérience que certaines femmes malheureuses, que certaines femmes avaient faites dans les partis, ou de leurs convictions libertaires, ou par exemple, moi j'avais fait des expériences dans les organisations traditionnelles pour les droits civiques, mais qui n'étaient pas justement des mouvements d'action directe. Donc nous avions chacune notre expérience, et tout ça a fait une synergie qui a débouché sur, si on peut dire, non pas une plateforme, mais un ou des manifestes, en tout cas, qui incorporaient la croyance qu'aucune des formes traditionnelles de l'action politique n'était valable et qu'il fallait faire absolument autre chose. Alors, les féministes révolutionnaires, nous les avons créés à la rentrée de 1970, en septembre-octobre, parce que nous étions fatigués de nous disputer sans arrêt avec l'opposition lutte de classe, qui à ce moment-là n'était pas représentée par celles qui se sont ensuite appelées la tendance lutte de classe, qu'en fait nous rencontrions très peu, mais qui était représentée par le groupe d'Antoinette Fouque, qui avait pris cette méthode de s'opposer au mouvement. Ensuite, sa méthode de s'opposer au mouvement a été différente, puisque ça a été un an et demi après,
de mettre l'accent sur la psychanalyse, la différence et tout le trip de la néo-féminitude. Mais à ce moment-là, son opposition, c'était celle-là. Car en fait, Antoinette Fouque ne voulait pas que le mouvement progresse, que le mouvement existe, tout simplement. Elle voulait rester dans un petit groupe et continuer de discuter. Et elle ne voulait surtout pas se revendiquer comme féministe. Cependant, elle ne voulait pas non plus partir, elle ne voulait pas non plus abandonner. Mais nous étions fatigués d'avoir toujours les mêmes discussions qui se répétaient, non seulement de semaine en semaine, mais puisqu'on se voyait souvent quasiment de jour en jour. Et donc nous avons décidé à un moment de nous réunir entre nous et je crois en octobre 70, je pense que c'est Christiane Rochefort qui a annoncé à l'Assemblée générale des Beaux-Arts que nous avions créé un groupe féministe révolutionnaire. Ce qui ne voulait pas dire d'ailleurs que nous n'allions pas aux autres réunions, pour la bonne raison qu'il y avait des réunions tous les soirs, hein, sur tel ou tel thème. Simplement, nous étions nous sommes fixés en tendance pour éviter d'avoir des discussions répétitives et pour dire clairement, bon, on sait que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, chacune va de son côté. Voilà. Ce premier groupe féministe révolutionnaire n'a pas duré très longtemps. Je pense parce qu'il nous a semblé qu'il n'avait plus tellement de raison d'être, puisque c'était une raison d'être assez oppositionnelle, car l'ensemble de ce que nous pensions être le mouvement et qui n'était en fait que le mouvement autour de l'AG des Beaux-Arts, car nous ignorions à ce moment-là l'existence des groupes de quartier, la coordination des groupes de quartier, était plus ou moins sur ces positions. C'est-à-dire que nous avions gagné le morceau. Et le morceau étant d'admettre qu'il n'y avait pas de priorité dans les luttes, hein, et qu'il n'y avait pas une priorité à donner à la lutte des classes par rapport à la lutte des femmes. Et deuxièmement, que l'action des femmes devait être menée d'une façon totalement autonome de tout parti, de toute organisation, et ne devait absolument pas être considérée comme secondaire. Troisième point étant évidemment celui de la non-mixité. Donc on peut dire que vers janvier 71, tous ces points étaient acquis pour l'ensemble des femmes qui se réunissaient une fois par semaine aux Beaux-Arts et que nous n'avions plus tellement lieu d'exister en tant que telles. Hein. Ceci dit, il a été recréé par Jeannine Serre en 72, qui a estimé qu'il était nécessaire de recréer un groupe de féministes révolutionnaires. Moi, j'y suis retournée. Jusqu'à quand il a duré, je pense qu'il a duré au moins jusqu'en 74, puisque le groupe se réunissait encore au Glyphe. Quand le Glyphe, qui était un lieu de femmes, créé par une femme, avec son argent, près des Halles, a existé, a fonctionné pendant environ 2 ans. Et puis il a dû se dissoudre vers 74. Ensuite, en 76, il a été recréé, par moi-même d'ailleurs, avec des personnes tout à fait différentes des premières. Aussi d'une façon ponctuelle. Il a duré 1 an ou 2. En ce qui concerne les féministes révolutionnaires, enfin, à chaque fois qu'elles ont existé, ou d'ailleurs pas existé entre les deux, dans leur moment d'inexistence formelle, je pense que nous avons été à l'origine de toutes les grandes actions du mouvement. De l'action qui a fait apparaître le mouvement en tant que tel, c'est-à-dire l'action du dépôt de la gerbe le 26 août 70, les états généraux de la femme en septembre 70. Nous avons été à l'origine de la mobilisation sur l'avortement, puisque ça a été fait par Anne Zelensky, Jacqueline Feldman et moi-même, et du manifeste des 343. Nous avons été à l'origine de MLA. Nous avons été à l'origine des journées de dénonciation des crimes contre les femmes qui se sont tenues à la Mutualité en 72, au bout d'1 an de préparation. Nous avons été évidemment à l'origine de la grande manifestation pour l'avortement qui s'est tenue en novembre 71, qui était la première manifestation publique de rue pour revendiquer le droit à l'avortement, qui était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc on peut dire que dans les premières années, les actions symboliques, spectaculaires, les actions qui marquaient des étapes, ce sont les féministes révolutionnaires, ou disons cette mouvance qui en était à l'origine. De la même façon, en 76,
quand c'est le viol qui a été dénoncé. À nouveau, c'était les féministes révolutionnaires. À ce moment-là, les gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues, c'était les groupes, les femmes certains groupes de quartier, en particulier ceux faits par la tendance Révolution, fait par le groupe Révolution, qui était une scission de la LCR, qui s'appelait Femmes en lutte, et qui était contre la dénonciation du viol. Donc on avait un rôle de moteur, et je pense que c'est même assez paradoxal, car en même temps que dans notre théorie de la Révolution, c'était que toutes les femmes devaient créer des groupes sans hiérarchie, dans toute la France, dans le monde entier, et chacune faire son truc, son organisation et tout. Mais de facto, nous étions une espèce de laboratoire d'idées. C'est nous qui lancions les idées, c'est nous qui lancions les initiatives, et ensuite elles étaient adoptées par le reste du mouvement. Et toujours avec, par exemple, par la tendance de classe, toujours avec retard, mais elles finissaient toujours par être adoptées. Aussi, toute cette créativité, les slogans, les chansons, c'était nous aussi. On ne peut pas dire que toutes les femmes qui étaient dans les féministes révolutionnaires étaient des théoriciennes. Je pense que les théoriciennes étaient dans les féministes révolutionnaires, ou alors dans le courant de la différence, mais elles n'étaient pas vraiment dans ce courant. En effet, ce courant n'avait pas ses propres théoriciennes. Il empruntait à des théoriciennes extérieures comme Irigaray, mais qui n'étaient pas dans le mouvement. Quant au groupe Tendance lutte de classe, très curieusement, il en effet n'a jamais produit de théorie. Au contraire de ce qui s'est passé en Angleterre ou aux USA, où leur équivalent, c'est-à-dire les féministes socialistes, avaient des théoriciennes et ont toujours des théoriciennes. Le dépôt de la gerbe à l'Arc de Triomphe, un an après, j'ai lu dans un Paris Match que nous étions 200 ou 400. 2 ans après, j'ai lu qu'on était 5000. Et en fait, moi, je sais très exactement combien on était. On était 9. Et je le sais pour la raison suivante, c'est qu'on avait 4 banderoles. Or, il fallait 2 personnes pour porter chaque banderole. Et qu'au dernier moment, je me suis retrouvée toute seule pour porter cette énorme gerbe que Monique Wittig et moi, nous avions achetée. Et je me souviens très bien aussi que alors que nous arrivions devant l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire au-delà du boulevard, il y a un flic qui s'est penché vers moi. On le voit d'ailleurs sur les photos et sur les films. Et je pensais qu'il voulait m'aider à porter la gerbe. Et en fait, il a pris un bout de la gerbe et il m'a conduite, moi et les autres qui suivaient, vers le poste de police qui est dans une des 4 jambes de l'Arc de Triomphe. On n'a jamais pu déposer notre gerbe. Ils nous ont emmenés, toutes les 8, dans ce poste de police qui est à l'intérieur d'une des jambes de l'Arc de Triomphe. Tout le monde n'était pas là, car il y avait des tas de copines qui étaient sur les bords, parce qu'elles n'avaient pas la nationalité française, et qu'elles risquaient de se faire expulser au cas où on serait arrêté, parce qu'on avait prévu qu'on serait arrêté. On n'avait pas prévu qu'on serait arrêté avant même d'avoir pu déposer cette foutue gerbe. Et on se souvient aussi que de 2 slogans sur les 4, puisqu'on avait 4 banderoles, on avait 4 slogans. Or, on se souvient simplement de un homme sur 2 est une femme, et il y a plus inconnu que le soldat, sa femme. Mais il y avait 2 autres banderoles, et on ne se souvient pas de ce qu'il y avait sur ces banderoles. Et alors, une fois qu'on était dans le poste, ce qui était très drôle, c'est qu'on était donc toutes les 8 là-dedans, et il y a un commissaire qui est venu il savait pas très bien quoi faire de nous, il comprenait pas ce qu'on voulait faire, et un des flics qui nous a dit... Quand même, vous n'avez pas honte, il y a des hommes qui sont des vrais hommes. Donc, il avait compris la banderole « Un homme sur 2 est une femme » comme signifiant qu'un homme sur 2 n'était pas vraiment viril, quoi, était un PD. Ce qui montrait que notre message ne passait pas vraiment, en tous les cas auprès des masses policières. Et il y a un commissaire qui est venu nous voir et qui nous a dit « Mais vous n'avez pas honte ?» Mais comme si on avait fait... Le simple fait qu'il y ait des femmes près de la tombe du soldat inconnu était donc pour lui déjà... avait un caractère sacrilège, ce qui était quand même très très instructif. Et Christiane Rochefort à ce moment-là lui a répondu une phrase très très alambiquée qu'il a laissé complètement quoi, dont je me souviens plus exactement, mais qui était dans le genre mais nous sommes les
d'anciens combattants virtuels ou quelque chose comme ça. Et à la suite de quoi, ils nous ont laissé là un quart d'heure, et puis ils ont amené des fourgons de police pour nous mettre dedans. Et ils en avaient amené 3. Or, on n'était que 8. Ils se sont rendus compte qu'on tenait dans un seul. Et une fois qu'ils nous ont embarqués dans le fourgon, ils se sont rendus compte aussi que, bon, on faisait rien d'extraordinaire, et ils ont arrêté d'actionner leur sirène. Et nous, à ce moment-là, nous étions très, très vexés. Donc, on s'est mis aux fenêtres, c'était en plein été, et il y avait des grillages, mais les fenêtres étaient ouvertes, et on s'est mis à crier pimpon, parce qu'on voulait, on voulait attirer l'attention sur nous. Et on a été transféré dans un poste de police en bas des Champs-Élysées. Et là, on n'avait pas encore de chanson du mouvement. Mais en revanche, on avait passé plusieurs jours chez Christiane Rochefort à Concarneau, et on avait inventé des petites chansons, puis on avait aussi chanté beaucoup de chansons folkloriques. Et alors, on s'est mis à chanter des chansons folkloriques, et on faisait un tel vacarme que les flics étaient, mais alors, totalement excédés, et ils se sont débarrassés de nous très vite, et ils nous ont envoyés dans un autre commissariat, où là, au bout d'un autre quart d'heure, un commissaire très onctueux est venu et a dit à Christiane Rochefort: mais Madame Rochefort, vous auriez dû dire qui vous étiez. Ce qui voulait dire, si on avait su que c'était vous, que vous étiez parmi ces manifestantes, il est évident que vous n'auriez même pas passé une seconde dans un poste de police. Alors elle lui a répondu d'un ton très hautain, etc. Et puis ça s'est terminé comme ça. Mais ça, c'est une action dont j'ai un très très bon souvenir. Parce que on avait beau être dans ce fourgon de police, on était extrêmement remontés et on avait vraiment le sentiment qu'on était les plus fortes, quoi. Et ça, pour moi, c'est un souvenir à la fois extraordinaire, et en même temps, il s'est passé beaucoup de petites anecdotes et de petites réflexions très très significatives. Celle de ce flic là qui avait absolument pas compris la banderole à un homme sur deux est une femme. Celle du commissaire qui nous a demandé si nous n'avions pas honte. On n'avait pas vraiment besoin d'avoir un thermomètre du sexisme ambiant parce que on savait qu'il existait, mais on avait des éléments de plus.